Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le choc poids lourd anglaise contre MMA, c'est ce week-end et comme toujours, je suis accompagné de Brian Boulan pour analyser Francis Ngannou contre Tyson Fury. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, toujours, très bien. Toujours. Donc aujourd'hui, on va faire un autre fil conducteur que d'habitude, mais restez branchés parce qu'on le fait après notre générique habituel. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Comme on est sur un combat hybride avec un gros favori en Tyson Fury, on va plutôt se poser des questions plutôt que faire comme d'habitude, établir les profils, forces et faiblesses, les stratégies, même si en soi, on va quand même en discuter. Alors, officiellement, c'est un 90-10 à l'avantage de Tyson Fury. Première question, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu donnes 10% de chance à Francis Ngannou de gagner? Tu m'aurais demandé sans comme ça à froid, j'aurais dit 95-5 plutôt, 95-5. Je donne pas beaucoup de chance à Francis Ngannou, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vous le savez, si vous me connaissez depuis quelques temps, je suis un très grand fan de Francis Ngannou et j'étais même pour lui lors de son combat contre Cyril Gane. Ah, Mais t'as bon, dit ça c'était publiquement maintenant, non, j'ai quand même. il avait sorti des choses qu'il fallait pas sortir, Cyril Gane avec à l'époque, tu sais, avec Morgan là sur les sparring. Donc, je suis en voulu un peu. Mais bon, peu importe. Donc, je suis un grand fan de Francis Ngannou pourtant, et pourtant je vois que 5% de chance qu'il puisse gagner ce combat-là. Et moi, je suis encore plus sévère que toi. Ça me fait mal de le dire, parce que ça fait un peu manque de respect. Et comme tu le soulignes, j'ai tout le respect du monde pour Francis Ngannou et ses compétences. Mais là, on parle quand même de Tyson Fury. Et je pense que face à un Tyson Fury motivé et concentré, j'y donne pas plus que, on va dire, 3% de chance de gagner. Et en plus de ça, il y a une partie de ces pourcentages que je donne pas pour les compétences ou pour l'aspect stratégique, mais sur le narratif en fait. Je me dis, ok, une des raisons pour laquelle je verrais Francis Ngannou s'imposer, c'est parce que son histoire est tellement dingue que pourquoi ça s'arrêterait là, tu vois. Et donc c'est un truc Ok. complètement extérieur, c'est pas quelque chose de purement technique et ce qui peut se passer sur le ring, c'est l'histoire est tellement folle que en fait il y a plus rien qui pourrait me surprendre. Donc ça me fait mal de dire ça, mais je peux pas lui donner Comme plus de chances ouais. de gagner. C'est voilà, ça paraît être un manque de respect quand c'est si disparate, mais en même temps, il faut aussi respecter qui est Tyson Fury. Il faut aussi respecter le fait que boxe anglaise et MMA sont deux sports complètement différents, même si voilà, d'un point de vue extérieur, c'est de la bagarre. La boxe est une sous-partie du MMA, donc tous les combattants de MMA savent boxer. La Mhm. réalité, c'est que tous les combattants de MMA ont des compétences en pied-point. Mais quand tu rentres en boxe anglaise, c'est un monde complètement différent et il faut respecter ça aussi. Ouais, je crois bien, ouais. Le pourcentage de chance, c'est un petit peu genre comme si tu rajoutais un aspect croyant, genre Francis Ngannou est un peu béni des dieux et il pourrait gagner grâce à un acte divin ou quoi? C'est Non, ça que tu... non, Enfin, c'est pas du tout ça. genre... Non, c'est parce que je Non, mais dans le suis, sens un peu irrationnel. non, pas irrationnel. En fait, je le vois plutôt de cette manière-là. Genre, bah, tu fais le combat plusieurs fois. Il y a certains mondes. Tu vois, si tu pars du principe qu'on est dans un Ouais, bien multivers, voilà, sûr. il y a certains univers où il va gagner. Et, Mhm. et l'histoire de Francis Ngannou fait que on pourrait se retrouver dans un des multivers où il a son chemin vers la victoire. Donc Mhm. c'est quelque chose que je vois comme peu probable, mais il y a déjà eu des trucs complètement improbables qui se sont produits sur Terre. Et s'il y a bien une personne qui est capable de défier les probabilités, c'est Francis Ngannou. Et donc c'est pour ça que C'est vrai. dans ma partie des pourcentages que je lui donne, il y a une partie un peu genre défier les limites de l'impossible, quoi. Mais je suis athée à 100%, donc donc je vois pas un acte divin venir toucher quoi que ce soit là-dessus. Merde, on va perdre des abonnés. Non, je déconne. Ah, ah. Euh, alors, bah, justement, parlons. Quand il y a un gros favori comme ça, la question à se poser, c'est ok, l'underdog. Quelles sont ses chances? De quelle manière pourrait-il gagner?
Alors, j'ai d'abord posé une question que tout le monde se pose. Y a-t-il la moindre chance que Francis Ngannou l'emporte à la décision dans un combat en 10 rounds face à Tyson Fury? Moi, j'ai mis non. Ouais, Décision, non, Tyrone, je crois que... Enfin, il faut doit en rester prendre honnête. 6 sur 10, quoi. Faut rester honnête, c'est... Pour faire un peu de boxe anglaise et tout, et pour avoir en tête ce que disait Georges Saint-Pierre, c'est pas du tout le même cardio. C'est pas du tout le même cardio. C'est d'un côté MMA, vous pouvez imaginer que c'est un 200 mètres, un sprint de 200 mètres, et de l'autre côté, c'est un semi-marathon entre guillemets. Donc Tiroun, c'est énorme, c'est énorme. Georges Saint-Pierre, je crois qu'il disait qu'il avait quoi, 4-5, il était capable de faire 4-5 rounds contre un pro, grand C'est un max, truc de fou. de Ouais. 3 minutes. Moi, personnellement, je vais être efficace avec un pro sur... ouais, efficace. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vais tenir au niveau du cardio 3-4 rounds avec un pro de 3 minutes. Alors que contre un mec bien plus avancé en MMA, je peux faire sans problème 5x5, tu vois. Mais non, c'est un monde. C'est vraiment un monde, la boxe anglaise. Il faut vraiment respecter ça. Donc non, je ne vois aucune chance qu'il l'emporte à la décision. Ouais, moi, je vais pas dire aucune, parce qu'encore une fois, on peut défier toutes les probabilités, mais la seule manière dont je verrais en Francis Ngannou l'emporter à la décision, c'est s'il connecte fort dans le premier round et que Tyson Fury perd tous ses moyens sur la suite. Mais je pense, et encore, ça reste improbable, parce que même un Tyson Fury, à l'instinct, tu vas pas aller lui chercher 5 rounds après l'avoir mis knockdown dans le premier, par exemple. Donc ouais, pour moi, Donc, ça recadre les questions. Vas-y, t'as une question? est-ce que tu vois genre 0,5 chance que ça se puisse gagner la décision ou plus de 1%? Non, si Francis Ngannou gagne à la décision, on est sur du 0,001%, tu vois. Donc C'est un c'est truc. bien aucune chance dans le sens littéral du terme. Il y a pas Ah un oui, c'est ça, oui, pourcentage. c'est ça. Il y a pas 1%. Il y a Il y pas 1% rond. Tu dois comment on dit, c'est quoi? Arrondir vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Donc ouais, Non. effectivement, il y a pas 1% de chance qu'il l'emporte à la décision. Et en fait, ça va driver notre discussion ici. Si il gagne, par conséquent, si c'est pas à la décision, c'est par finish. Je vais aller un tout petit peu plus loin dans ma question. Est-ce que tu le vois finaliser le combat dans la 5e reprise ou plus tard? Non plus. Non plus. Non. Chance, oui, dans le premier et deuxième. C'est ce que j'ai écrit. Ouais, c'est ça. Donc, t'as un truc genre, j'invente, hein. On lui donne 12% de chance de gagner dans le premier round, 6% dans le deuxième, 1% dans le troisième et 0% à partir du quatrième. Et donc, la moyenne, pour toi, ça donne 5%. Pour moi, ça donne 3%, par exemple. Alors, je sens que je vais me faire allumer dans les commentaires. Si, genre, les gars, j'adore Francis Ngannou. Je donne mon avis le plus neutre, comme si je disais ça à un pote et tout, me tombez pas dessus. Mais pour moi, comme ça, et j'espère me tromper, et c'est ce que j'aime hein, dans ce sport qui soit complètement très difficilement prévisible. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est essayer de prévoir l'imprévisible. Je vois personnellement que le premier ou le deuxième round dans lequel Francis Ngannou pourrait connecter est un Tyson Fury. Et de l'autre côté, bah, les fans de Tyson Fury ou de boxe pourraient me tomber dessus en disant « Eh mec, abuse pas quoi, c'est Tyson Fury en face ». Donc non, pour moi, ça va être que ce domaine. Ouais, c'est ça la difficulté de cette discussion, c'est que t'as l'impression que peu importe ce que tu dis, ça va manquer de respect à quelqu'un. Tu vois, les gens qui disent ouais, c'est un 80-20, les gens de la boxe anglaise vont dire mais t'es fou de donner 20% à Ngannou. Et puis quand tu dis comme moi par exemple un 97-3, les gens ils vont dire mais t'es fou de donner que 3% de chance à Francis Ngannou. Donc voilà, on fait un podcast où on va se faire détester dans tous les sens du terme, mais peu importe. La question suivante que je voulais me poser, c'est voilà, on a vu un Francis Ngannou qui s'entraîne avec Mike Tyson
Ma question, Mhm. c'est est-ce que c'est une plus-value? Je pense que sur l'expérience de Mike Tyson, c'est une plus-value. Sur le fait de se mettre en confiance, t'es avec un des meilleurs poids lourds de tous les temps dans ton coin, c'est une plus-value. Mais est-ce que techniquement, c'est une plus-value? Est-ce que voilà, Mike Tyson, il a un style propre à lui. C'était un petit poids lourd par rapport à ses adversaires. Il avait beaucoup travaillé avec D'Amato, donc il avait un style qui sortait un peu de la boxe académique, on va dire, avec les D'Amato Shift, le piquet-bout, etc., etc. Est-ce que ce style-là peut apporter quelque chose au style de Ngannou, qui est beaucoup plus massif pour un poids lourd? Ceci étant dit, il sera plus petit que Tyson Fury. À première vue, je pense pas que ce soit un avantage en termes de technique et de boxe anglaise. À première vue, hein. À première vue, pour moi, euh, je pense qu'un... Alors, bah, non, parce que pour le futur, mais un Deontay Wilder, ça aurait été beaucoup plus bénéfique, tu vois. Euh, mais voilà, là-dessus, je pourrais me tromper. On pourrait avoir un Mike Tyson qui va légèrement, j'ai pas envie qu'il corrige de trop, mais corriger dans sa puissance de frappe, ou pourquoi pas faire bosser Ngannou sur de la courte distance, avec des crochets bien serrés, avec un, un gros travail rotatif, etc. D'aller chercher, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il va lui conseiller d'aller chercher derrière l'oreille ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais à première vue, j'aurais dit non. Après, ça, ouais, il pourrait y avoir des distances de boxe anglaise sur lesquelles ça pourrait être très bénéfique. Et Hmm. notamment sur de la très courte distance au corps à corps, bosser, peut-être décaler pour frapper, viser derrière l'oreille, connecter, etc. Avoir des frappes avec des coups de plure fermés plutôt que des grands Amplitude, ouais. overhands, etc. Et ouais, je pense que faut tout prendre sur ce combat-là et je pense on pourrait être surpris. Mais en fait, c'est typiquement ça. C'est comme on l'a dit, il va pas aller gagner à la décision. En tout cas, ça doit pas être sa stratégie. Non. Tu peux pas être Ngannou et te dire, je vais venir pour gérer le combat. Je vais essayer de prendre 6 rounds sur 10. Ça, ce serait une erreur. Et moi aussi, de prime abord, quand j'avais eu Mike Tyson, j'ai dit, ok, c'est bien pour la name value. Mm. Ceci étant dit, pour tout ce qui est technique, c'est peut-être pas le meilleur profil. Mais d'un autre côté, tu te dis, tu dois en tant que Francis Ngannou, tu dois jouer sur un coup d'éclat. Tu dois vraiment aller chercher un finish particulier Mm. et tu dois justement chercher à surprendre Tyson Fury avec quelque chose qu'il a peut-être pas vu par le passé. Parce que, comme moi j'ai souvent dit, Tyson Fury, il a combattu 3 fois contre Deontay Wilder. Wilder est considéré comme quelqu'un qui, techniquement, en boxe anglaise, fait pas partie de l'élite, mais par contre, voilà, il a une puissance surhumaine qui fait que Mm. il a un très très beau palmarès. Euh, on a vu, ils ont combattu 3 fois l'un contre l'autre. Tyson Fury s'est fait connecter plusieurs fois, mais si tu pars du principe qu'ils ont fait combien de rounds ensemble? 24. Il y a un finish dans les 3 combats. Il y a 2 décisions, un finish. Donc ils ont une trentaine de rounds l'un contre Mm. l'autre. Ouais, c'est ça, c'est au 7e. Ah non, il y a 2 finishes. 7e, 11e, et puis une décision. Ouais, donc Ouais, on est ça bien. fait 23, ça fait 30 rounds, pile poil. Ouais, pile poil. Ils ont fait 30 rounds l'un contre l'autre. Il s'est fait connecter quoi? 3, 4 fois, sérieusement. Mhm. Donc il s'est fait connecter par la puissance de Deontay Wilder, qui est un boxeur, Oui. qui a une expérience de boxe. C'est pas le cas de Francis Ngannou. Je sais qu'il y a toujours cet argument de ouais, mais à la base Francis Ngannou voulait faire de la boxe anglaise. Ouais, il voulait en faire, mais il a fait une carrière en MMA, c'est pas les mêmes entraînements. Mm. Et quand il s'est fait vraiment connecter, on a vu qu'il est capable d'encaisser et de se relever et d'aller gagner un round derrière. Alors il y a toute une controverse, il s'est fait compter jusque 14 ou je sais pas, mais la réalité c'est qu'il se fait connecter, il se relève et il vient gagner la fin du round derrière. Donc ouais, c'est là où je me dis, il n'y a pas beaucoup de chances de venir lui donner. Mais alors, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est euh, tu dois fort analyser les patterns défensifs de Tyson Fury et venir avec 3-4 combos que tu as travaillé, que Tyson Fury n'a pas spécialement vu par le passé et qui pourrait aller chercher une ouverture enfin une belle ouverture avec une belle connexion, quoi. C'est un peu les chances à donner à Mais Francis. Et mm, sur ce point de vue-là, ouais, un Mike Tyson pourrait avoir cette expérience de dire, ok, ça pourrait passer. je pense, ouais, je pense que un Mike Tyson aura un gros intérêt pour comment dire ça,
donner des chemins techniques et stratégiques pour créer des angles à Francis Ngannou. Donc on pourrait imaginer que Francis Ngannou s'influence de Deontay Wilder en travaillant des longs jabs au corps, travailler au corps, puis remonter à la tête. Ses frappes repoussent un peu Tyson Fury dans les cornes, et à partir de là, avoir un Francis Ngannou qui va arriver proche des cordes et créer des angles en se déplaçant un petit peu à la Mike Tyson, tu vois, pour aller chercher sur les côtés et revenir au corps. Ça pourrait être des choses que l'on pourrait voir. Donc c'est de la pure spéculation, hein, c'est de la pure spéculation. Ça se trouve, ils ont juste fait ça pour le buzz et tout, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait avoir quand même cette plus-value. Plus que, au final, il avait fait son camp avec Deontay Wilder, qui n'a pas su trouver de solution, hein, au fur et à mesure qu'il a affronté Tyson Fury, quoi. Bah, Wilder aurait pu être une valeur ajoutée dans le sens où il l'a combattu 3 fois. Donc il a Ouais, l'expérience, il peut lui dire ouais, quand tu fais ça, fais gaffe parce qu'il va te connecter là, il va te cueillir là, ce déplacement-là, ça va pas fonctionner de cette manière. Donc voilà, ça aurait pu être aussi une valeur ajoutée, mais je pense que Mike Tyson en soi n'est pas du tout un mauvais choix. Ceci étant dit, tu sais, j'aurais bien aimé avoir en plus d'une figure combattant de la boxe anglaise, j'aurais bien aimé le voir capitaliser aussi avec les connaissances d'un grand coach, tu vois. Tu lui prends un Freddy Roach ou un Teddy Atlas, tu vois, sont des gars qui auraient pu apporter la touche un peu plus coaching, pure vision de l'extérieur. Je crois que le combinaison aurait pu donner un tout petit peu plus d'espoir, j'ai envie de dire. Ouais, peut-être. Après, je trouve que Mike Tyson, c'est quand même quelqu'un de assez positif quand même, tu vois, sur les sports de combat, tu vois. Il a toujours pu voir même avec des combattants de MMA, dire ouais, je pense qu'il peut faire quelque chose. Tu vois, voir tu vois, peut-être que des coachs de boxe anglaise, pure boxe anglaise, ils sont un petit peu trop traditionnels. Ils vont dire non, mais de toute façon, il n'y a aucune chance, il va se faire bouffer. Même je peux lui dire de faire ça. Le temps de corriger, ça va être trop long, etc. Et je pense quand même que Mike Tyson a une psychologie, un mental un peu différent de voir dans des gros underdogs quand même quelque chose à travers eux. Et peut-être que c'est lié à D'Amato, hein, qui a vu chez lui un potentiel alors que tout le monde le voyait comme un voyou, tu vois. C'est vrai. Et qu'il n'avait pas spécialement la morphologie de poids qu'on lourd, pensait ouais. adapter. Ouais, c'est ça qu'on pensait adapter pour performer chez les poids lourds en anglaise à cette époque-là, quoi. Exactement. Et donc, et donc peut-être que encore aujourd'hui, bah, il a gardé ça, hein, de se dire ouais, personne parie sur lui, il a pas le profil, c'est pas un poids lourd, il est tout petit, il est ci, il est blablabla. Et puis bah en fait, t'as un coach qui a parié sur lui et qui en a fait un des plus grands poids lourds boxeurs au monde, quoi, la légende qu'il est, hein. Et c'est Donc peut-être pour ça que c'est quoi, Dewey est aussi Dewey Cooper qui est dans son coin est un bon choix. C'est quelqu'un qui a une base en boxe anglaise et qui a transité vers coaching de MMA et donc il est capable de faire un peu le lien entre les deux. Ce que tu as appris en MMA, on va le peaufiner pour pouvoir l'adapter en boxe anglaise pour pouvoir avoir un travail différent que ce que Tyson Fury a connu par le passé. Alors moi, il y a un dernier élément aussi qui rajoute un pourcentage chez Tyson Fury, c'est que en plus du fait qu'il baigne dedans depuis qu'il est tout jeune, qu'il a quand même affronté des gros noms de la boxe anglaise, même si Usyk ça vient après. D'ailleurs, ça aussi, il faudra en parler sur le coup de pression que ça pourrait mettre. Ça reste quelqu'un avec une énorme responsabilité défensive. Tu vois, c'est pas un poids lourd pile ou face, c'est pas un poids lourd je rentre dedans, je vais à l'échange. C'est quelqu'un qui défensivement a plein de systèmes différents. Tu sais pas vraiment lire. Il va de temps en temps. Il va aussi. C'est quoi son dernier combat contre Chisora, c'était ça? C'est contre Chisora ou contre Dylan White qu'il est venu en gaucher et on l'avait déjà vu bosser en gaucher, mais il était venu et ça avait un peu surpris tout le monde. Donc il est capable de venir avec des effets de surprise aussi et il est difficile à lire. C'est vraiment, il n'a pas un pattern, il n'a pas une réaction par rapport à une action, il en a plein différentes. Donc il y a vraiment cette complexité. Voilà, le mec a 34 combats en boxe anglaise, 0 défaite, 33 victoires, une égalité, voilà, c'est pour ça, j'essaie de justifier un maximum pourquoi je suis si strict sur mon pourcentage et pourquoi c'est pas
Et est-ce que C'est pas tu un manque de penses, respect envers l'un ou l'autre, quoi. non, Ouais. est-ce que tu penses le fait qu'il ait annoncé Usyk soit une forme de, pas de manque de respect, mais de genre de dire, bah voilà, Francis Ngannou, je viens faire les thunes, mais ça va être un combat facile. Et je vais pas le prendre au sérieux, je serai concentré sur la suite, tu vois. Et donc, bah, forcément, que ça puisse bénéficier à Francis Ngannou. Parce qu'il y a ça aussi, hein. On se Mm. dit, Mais, Francis ouais. Ngannou a raison de dire, mais mec, tu vas pas pouvoir combattre après. Tu me respectes pas ou quoi? Tu vois, Mais tu vas pas pouvoir combattre après, quoi. en fait, moi, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais donné plus de chance à Francis Ngannou. Moi, je le vois pas spécialement comme un manque de respect envers Francis Ngannou, mais plus comme une motivation supplémentaire à Fury de prendre ce combat au sérieux, de prendre Ah, zéro risque et de s'assurer de sortir frais de ce combat. En ah, plus de ça, enfin, ça c'est, je sors très très loin, hein. Je vais très très loin dans ma réflexion, mais je pense que Tyson Fury est passé plusieurs fois sur le Joe Rogan. Mais il y a une fois où il s'est vachement ouvert par rapport à son état de dépressif. mhm, Et il disait que pour sortir de son état de dépressif, il avait un système où il se mettait des objectifs à la semaine, mais il mhm, restait concentré sur l'objectif de la journée, tu vois. Et je trouve que ça rentre un peu dans ce mindset. Genre, il a un objectif de très très haut niveau en boxe anglaise contre Usyk, mhm. plus loin. Et il a un genre d'autre objectif qui est beaucoup plus rapproché avec Francis Ngannou. Et à mon avis, ça lui permet de se motiver vraiment à être tous les jours au top du top à la Hmm. salle et devenir en forme optimale. Donc moi, je le vois pas. Enfin, c'est peut-être un coup marketing, un coup de pression, un coup de ouais, t'es même pas un challenge pour moi. Moi, je le vois plus comme ok, on a signé ça parce que euh, justement, étant donné qu'il est ultra favori dans ce combat-là, il pouvait peut-être se permettre de pas se préparer à 100% tous les jours, alors que là, en fait, il a une super grosse échéance, super compliquée quelques mois plus tard. Donc dès aujourd'hui, il doit continuer à alimenter son jeu de manière optimale à l'entraînement. Et donc moi, je vois ça comme Hmm. quelque chose qui rajoute un élément en la faveur de Tyson Fury plus qu'autre chose. Ok, ouais, ouais, ça se tient bien, ça se tient bien. J'aime bien cette vision que, ouais, ouais, ça se tient bien, ouais. Bon, sortons un peu du combat. Mhm. MMA contre boxe anglaise. Est-ce que ça apporte quelque chose au sport de combat? Toute cette vague Conor Mayweather, Jake Paul contre peu importe qui du MMA. Aujourd'hui, aujourd'hui samedi, on a Ngannou contre Fury. Il y en aura Mhm. probablement d'autres dans le futur. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif selon toi pour les sports de combat? Ouais, bah écoute, pour moi c'est positif, hein, c'est toujours très positif. Peut-être que certaines personnes un peu plus conservatrices n'y voient pas d'intérêt ou trouvent que pour le sport c'est pas bon. Le sport, il a besoin de deux choses, hein, que ce soit la boxe anglaise ou le MMA, c'est de la visibilité. euh, et que cette visibilité, c'est aussi de l'argent. Et l'argent, ça permet d'avoir des sportifs mieux préparés, qui récupèrent mieux, qui vivent, voilà, mieux, peuvent mieux se soigner, mieux se préparer, enfin tout. Et donc pour moi, c'est toujours positif. Et c'est en plus de ça, ça a un effet ruissellement. Ceux qui, ceux qui sont dans la politique vont sûrement me détester d'utiliser ce terme-là, mais un effet ruissellement où on voit en tant que coach, en tant que gérant de club, en tant que plein de choses, que des gros combats vont avoir derrière des retombées avec plus de licenciés et plus de licenciés, plus d'engouement, plus de sponsors, plus de tout quoi, tout simplement, hein. Nous on l'a vu juste avec la chaîne YouTube, en fonction des combats, on peut avoir des combats qui sont sur le plan sportif incroyables et faire très peu de vues, et des combats qui sont éclatés sportivement parlant et où ça va faire beaucoup de vues. Et donc ça permet de développer, il n'y a pas de secret, ça permet de développer. Et enfin, pour ceux qui sont fans de MMA, je rappellerai quand même que c'est l'essence même de la création de l'UFC, d'avoir cette compétition entre guillemets de disciplinaire en soi. Hmm. Donc, alors, les boxeurs viennent jamais ou extrêmement rarement dans un octogone parce que je pense qu'ils ont compris qu'ils n'avaient aucune chance. Mais par contre, les combattants de MMA vont sur le ring se challenger et tenter de prouver
qu'ils sont concurrents à un combattant de boxe anglaise, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, mais ouais. C'est l'essence même du MMA, donc ça m'étonne pas, tu vois, qu'on ait des combattants de MMA qui aillent se challenger contre les meilleurs de d'autres disciplines. On les voit Ouais, en grappling, on les voit en boxe anglaise, on les voit pas en lutte parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais si on avait, on les verrait en lutte aussi, tu vois. ouais. Je te rejoins. Pour moi, c'est positif avec une vision à long terme parce que, comme tu le dis, ça fait des vues et les vues, c'est nécessaire. Alors, c'est pas le style de combat qui va jouer sur la qualité de l'image des sports, mais par contre, ça va amplifier la notoriété des sports et c'est par derrière, c'est par la suite que tu travailles sur la qualité. Donc c'est en recrutant ces nouveaux regards, tu leur donnes un intérêt de regarder la suite pour les deux peut-être et c'est sur le combat d'après. Là par exemple, voilà, si tu as des fans de MMA qui vont regarder de la boxe anglaise pour la première fois avec Francis Ngannou contre Tyson Fury, ils vont peut-être se dire ouais, en fait c'est ça ce qui fait Tyson Fury, je vais regarder son prochain combat et c'est contre Usyk. Et c'est là où tu peux créer un nouveau fan de boxe anglaise, tu vois. Au même titre que Francis Ngannou, les gens de la boxe anglaise le découvrent par ce combat. Ils disent, ah, ok, chouette personnalité, j'aime bien, j'accroche, je vais suivre la suite de sa carrière. Et puis son prochain combat en MMA sera quelque chose de qualité, sur un événement de qualité. Et hop, ça te crée des nouveaux fans. Et donc, c'est là où je pense que ça peut apporter quelque chose de positif. Et puis, on l'a tous les deux vécu. C'est clair que le lundi qui a suivi McGregor contre Mayweather, tu as eu une horde de nouvelles inscriptions chez les Red Kings et je pense que c'est international et puis ça crée des métiers. Ouais. Voilà, c'est clair. Après, il faut en boxe anglaise aussi. Voilà, il faut savoir capitaliser sur ce type de combat. On va être honnête, hein, Danis contre Paul, c'est pas une belle image pour les sports de combat, vraiment pas une belle image. Mais ça fait des vues et si par derrière tu arrives à convaincre que ça c'était pas représentatif de la boxe anglaise. Tiens, regarde ce que ça a donné Terence Crawford contre Errol Spence il y a quelques mois. Ah ok, c'est ça de la boxe anglaise. Et boum, t'as une possibilité de recruter des nouveaux fans qui par la suite pourraient devenir même des fans de qualité. Mais j'aimerais bien savoir les coachs chez les coachs de boxe anglaise qui peuvent, je pense que certains peuvent être un peu critiques vis-à-vis de ce type de combat, qu'ils fassent un petit peu comment on pourrait dire ça, un sondage de leurs nouveaux licenciés et de savoir combien sont arrivés en boxe anglaise parce qu'ils veulent faire du MMA, parce qu'ils ont eu des combattants comme McGregor, comme Dustin Poirier, qui ont une très bonne anglaise et tout, ou qui ont vu des combats McGregor, Mayweather, ils se sont dit ouais, la boxe anglaise c'est incroyable. Parce que moi je sais que j'en ai quand même beaucoup qui s'entraînent chez moi, qui vont aussi en boxe anglaise. Et combien aussi peut-être des nouveaux tu vois, genre un peu des geeks comme ça, des jeunes qui ont vu des combats de youtubeurs en boxe anglaise et qui se disent ah ouais mais ce type là qui passe sa journée à faire des jeux vidéo, ce youtubeur et tout, en fait il peut le faire. Pourquoi pas moi, tu vois? Pourquoi pas moi qui suis un peu en surpoids et tout, je pourrais pas aussi me mettre à la boxe anglaise et battre des gars qui sont bien musclés et qui m'embêtent à la récré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que ça sera intéressant d'avoir un sondage et de se rendre compte à quel point, eh bien, ça a un effet positif pour les fédérations. Et ces nouveaux venus qui sont arrivés peut-être pour des mauvaises raisons, peut-être pas pour la noblesse du sport, etc., eh bien après seront convertis au fur et à mesure par l'acculturation, tu vois, par la capacité à leur faire comprendre la beauté du sport. Ouais, mais c'est bien, tu regardes tel youtubeur, mais regarde ce boxeur-là, tu vas trouver ça incroyable, et que ça en vienne des puristes après en soi, tu vois, Exact. et de s'intéresser à ça. Donc je pense que nous, on doit vraiment tous, Voir ça peut-être comme une opportunité. ah oui. Clairement. Peut-être critiquer l'aspect technique et sportif, dire Ouais. mais voilà, respecter aussi tout ce que ça va apporter par ruissellement. Bon, ici, à la différence de Logan Paul contre Dylan Danis, pour prendre cet exemple-là, on a quand même un boxeur de la meilleure des qualités face à un très bon combattant de MMA qui va venir se tester en boxe anglaise. Alors, pour finaliser, c'est vrai qu'on voit très rarement des transitions de boxe anglaise vers le MMA. Les deux exemples les plus classiques, on a une victoire, une défaite. Le premier exemple le plus classique, c'est Ray Mercer qui était venu combattre contre Tim Sylvia et qui l'avait éteint en 9 secondes. Après, voilà, c'est Tim Sylvia, tu vois. Et puis de l'autre côté, il y a James Toney qui était venu se tester face à Randy Couture et qui était comme un poisson hors de l'eau une fois que
une fois que Randy Couture a fait un low single leg, c'était le début de la fin et puis il s'est fait Passé sous la étrangler. cage. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose de plus rare, alors que maintenant, les gars connus de boxe de MMA, on les voit de plus en plus aller se challenger en boxe anglaise. La question que je voulais poser, qui est un peu fun, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un en MMA, quelqu'un de connu en MMA, qui a une chance en boxe anglaise? Est-ce on pourrait sortir des profils où on se dit, ok, lui, alors je vais pas dire, on va pas se mentir, il y a aucun combattant de MMA qui a la moindre chance contre un vrai champion de boxe anglaise. Tu vas pas aller challenger des Terence Crawford, tu vas pas aller challenger des Canelo ou des gars comme ça sur un combat de boxe anglaise. Mais voilà, si maintenant tu as un combattant de MMA qui se dit ouais, j'ai envie de faire une petite carrière en boxe anglaise, un petit 3-4 ans et essayer de rentrer dans le top 10 d'une des fédérations, est-ce qu'on a des profils qui ont une chance? Et les réponses classiques, c'est quoi? C'est Ilia Topuria, Jack Della Maddalena. Est-ce qu'on a des genre, tu te dis, ouais, Sean Strickland, tu vois, tu vois, il le dit, hein, il fait beaucoup de sparring contre des mecs de l'anglaise. Est-ce qu'il aurait une carte à jouer, je dis pas jusqu'à une ceinture, mais voilà, faire quelques combats où il aurait du répondant contre des vrais boxeurs anglais, mais qui sont pas non plus du top 3, quoi. Alors pour moi, je pense que ce qui manque à chaque fois, c'est une période de transition. McGregor, pour moi, c'est un excellent combattant qui aurait pu faire carrière en boxe anglaise. J'en reste convaincu. Quand le combat a été annoncé contre Mayweather et que c'était au bout de 2-3 mois, j'ai dit mais c'est complètement stupide. Pour moi, il faut minimum 1 an de transition. C'est un véritable sport d'endurance que la boxe anglaise. C'est pas du tout le même entraînement, le même rythme et tout. De l'autre côté, le MMA, c'est un sport qui comporte énormément d'efforts antagonistes, c'est le terme. Il faut être explosif, il faut être endurant, musculairement parlant, il faut être capable de être très très intense et être capable de faire des efforts relativement lents, par exemple en grappling et tout. C'est complètement antagoniste, il faut être capable de gérer tout ça tout le long. En boxe anglaise, on est plus sur un effort de type course à pied. Hop, hop, on se déplace, on est beaucoup plus léger sur les appuis et tout. Et quelqu'un de la boxe anglaise qui va tenir 12 rounds de 3 minutes, à l'aise, il vient faire 1 minute en MMA, il va être cramé. Et j'en ai plein des exemples comme ça, des gens qui, au bout d'une minute, ils disent c'est quoi ce truc, qui n'ont jamais fait de lutte, jamais fait de sol, ils se rendent pas compte de la décharge énergétique que ça représente, c'est complètement phénoménal. Mais de l'autre côté, un combattant de MMA, quand il arrive en boxe anglaise, premier round, deuxième round, ça va, tranquille, troisième round, ça commence à avoir les mains qui tombent, etc. Quatrième round, ça devient l'enfer, et de l'autre côté, t'as l'impression que le gars, il vient de faire son échauffement en boxe anglaise. Et cinquième, bah voilà, oubliez, vous êtes dépassé, le gars, il est en train de continuer à bosser, tu vois. Donc pour moi, c'est minimum 1 an, c'est même plutôt sur l'aspect physiologique qu'il y a un changement à faire. Donc là, comme ça, non, je vois réellement personne. Personne du jour au lendemain ou 2-3 mois de préparation. S'il y en a un qui doit le faire, c'est avec une transition complète, physiologique, et non pas technico-tactique en soi. C'est pour ça que je disais Sean Strickland, tu vois. J'ai l'impression que lui, sa transition pourrait être faite parce qu'il est du genre à faire des sparring qui durent 40 minutes sans pause, tu vois. Et contre des boxeurs anglaises, il le dit lui-même. Donc peut-être que lui a le moins d'adaptation de cardio, d'endurance à faire. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est peut-être un gars auquel on ne pense pas spécialement, mais pour moi, c'est celui qui aurait le plus de chances du jour au lendemain à faire quelque chose d'acceptable ou en tout cas où on pourrait se poser des questions sur sa performance. Encore une fois, pas s'il prend un champion d'une des 4 fédérations, mais s'il prend quelqu'un, voilà, un vrai boxeur anglaise, mais qui est en train de monter, quoi. Écoute, je pense que j'avais pas forcément pensé à lui, mais je pense que c'est sûrement le meilleur profil actuel. Ouais, t'as entièrement raison.
T'avais préparé des noms à cette question ou pas spécialement? Non, pas spécialement. La réponse était personne. La réponse était transition de minimum 1 an. C'est ça, ok. Donc je peux voir plein de boxeurs dans la liste que tu as énoncé au début. Je pourrais en voir plein pouvoir performer en boxe anglaise, mais avec une vraie transition. Et dans les catégories les plus élevées quand même. En très léger, etc. Non, là il y a absolument personne, tu vois. En 60, entre 57 et 65. Tiens, donc avec une vraie transition, quelqu'un comme Aspinal serait un nom à sortir? En poids lourd? Oh, non. Non, je vois pas non plus. Ouais, c'est chaud, Non, mais voilà, je pense que le fait d'avoir posé cette question, ça remet un peu l'église au milieu du village, tu vois. Il faut respecter la boxe anglaise, c'est un sport à part et. Attends, l'église au centre du village, j'ai noté. C'est énorme ça. Là, 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 là. Ça va pas du tout. Il va falloir qu'on trouve plus de contradictions là. Ça va pas. On peut pas être tout le temps d'accord comme ça ne va pas. Les gens aiment bien les débats. Ouais. Est-ce qu'on passe à la question bonus? Elle nous vient de Yann Lee, donc pour que voilà, en gros, profitez pour vous abonner, les gars. Je fais une petite parenthèse. Abonnez-vous, mettez-nous votre pronostic en commentaire pour donner du référencement à cette vidéo sur la chaîne. Il est aussi possible de rejoindre la chaîne en tant que membre, donc contre des petites donations qui commencent à 1 euro. Il y a des avantages à prendre sur la chaîne, des vidéos exclusives, des réponses à vos commentaires de manière exhaustive, mais aussi la possibilité de poser des questions auxquelles on répond sur nos vidéos. La question de Yann Lee, je la résume. Fantasmons sur une victoire de Francis Ngannou. Quelle serait la suite pour lui? Alors là. On va commencer peut-être. Contractuellement, il doit au moins faire un combat MMA au PFL. Donc, j'ai peut-être un peu drivé la question. On va pas capitaliser. Ok, il bat Fury. Après, il combat à la place de Fury contre Usyk. Ça, non. Mais par contre, s'il gagne, il devient une star stratosphérique. Et son prochain combat au PFL, ça ne peut pas être contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, c'est sûr. Moi, s'il gagne, si Francis Ngannou gagne, je voudrais le voir faire comme partir plutôt sur le légendaire Arnold Schwarzenegger. Donc arrêter sport de combat, dire les gars, c'est bon, j'ai plié le jeu là-dessus, et commencer une carrière par exemple d'acteur. Tout le monde va dire ouais, non mais laisse tomber, ça va être un des plus mauvais acteurs qu'on ait jamais vu. Nous faire des gros blockbusters, puis après, je sais pas moi, devenir président du Cameroun, tu vois, un truc comme ça, tu vois, un truc de dingue quoi. Donc moi je verrais bien devenir une légende vivante s'il gagne. Enfin, pour moi, ça restera déjà une légende vivante, et je pense qu'il a pas terminé de faire parler de lui. Mais en tout cas, je le verrais bien partir sur complètement autre chose, devenir astronaute, tu vois, enfin n'importe quoi, tu vois. Il est trop lourd pour aller dans une fusée, mec. Il pourrait y aller. Ah non, c'est vrai qu'avec la pesanteur. Mais enfin voilà, j'aimerais le voir continuer à construire son histoire d'une manière encore plus en dehors des frontières du sport. Ouais, en dehors des frontières du sport. La fabuleuse histoire de Francis Ngannou, tu vois. Ouais. Ceci étant dit, voilà, sur la partie sportive, il devra au moins faire un combat. Je pense que contractuellement, le PFL n'allait pas l'autoriser à combattre en boxe anglaise s'il n'y avait pas possibilité de reprendre les vues chez eux après. Mais donc c'est là, en cas de victoire, tu vois, il faudra trouver un moyen de le faire combattre contre John Jones. Je pense que t'as plus, enfin, tu vois. MMA, ça sera impossible. Mais justement, il aura gravi tous les impossibles du monde en battant, Tyson Fury. Donc, bah peut-être avec le comment on appelle ça, recours collectif. Le recours collectif, la justice, là on est sur un
un contrat de John Jones qui pourrait être vu comme abusif avec je sais plus combien de combats, 8 combats obligatoires. Il avait signé 8 avant de, Tu vois, avant de peut-être signer Ngannou. Gane, ouais. peut-être qu'il va y avoir un recours en justice où ils vont casser ce contrat-là et dire voilà, c'était illégal, boum, tu vois, ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible. Ça serait complètement dingue. Ça serait complètement dingue. Pay-per-view série, premier pay-per-view série du PFL, t'aurais un Francis Ngannou qui vient de battre Tyson Fury qui combat contre un John Jones qui est parti de l'UFC. Va t'en faire une sous-carte après ça, tous les combats paraîtront fades. Tu pourras mettre des Cédric Doumbé, tu pourras mettre des Jake Paul, personne n'en parlera tellement ce combat-là prendra de la lumière et ça en dit long, quoi. Ouais, tout à fait. Merci à Yann Lee du coup pour la question. Passons aux pronostics et aux préférences. Commence par je te laisse sur les deux pronostics et préférences. Bah écoute, mon pronostic c'est Tyson Fury. Je pense qu'il va obtenir le KO TKO. On aura, je pense, un scénario un peu similaire à McGregor Mayweather, donc on va se dire waouh, ouais, dans le premier deuxième round on va se dire que il y aura peut-être possibilité, et puis en fait il va juste faire passer un peu l'orage et je le vois finir Francis Ngannou un peu plus rapidement dans le 6e, 7e, 8e. Ça c'est mon pronostic. Ma préférence, eh bien là tu vois, avec la question de notre auditeur, j'aimerais voir Francis Ngannou écrire son histoire et son épopée là, tu vois. Et donc à la toute base, j'avais mis Tyson Fury parce que bah voilà, comme tu l'as dit, l'église au milieu du village, faut rester sur ce qui est logique. Tyson Fury, c'est aussi une légende et c'est aussi un mec ultra inspirant. Oui, à fond. Et donc à la toute base ma préférence c'était ça, mais oui, si Ngannou l'emporte comme ça serait on serait en train de vivre un truc hollywoodien, tu vois. Voilà. Et donc pire qu'hollywoodien. Ouais. Tu fais un film comme ça sans l'existence de Ngannou, les gens vont faire allez, arrêtez, c'est n'importe quoi, c'est du film, tu vois. Non. Donc, tu sais, c'est comme il y a des films, c'est des biographies, tu vois. Et tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, c'est une biographie. Tu fais, wow, tu vois. Ouais, genre il y a des histoires folles comme ça. Il y a des histoires, tu regardes, tu te dis, mais il a trop, il a pris trop de produits, le mec qui a écrit cette histoire, c'est du grand n'importe quoi, tu vois. Genre, le gars, il va voir ça et ça, tu vois. Puis tu te rends compte, en fait, c'est une histoire vraie, tu vois, waouh. Bref, ça pourrait être ça, tu vois. Donc, je serais assez intéressé quand même. Et moi, alors, mon prono, c'était Fury, 5e, 6e reprise, 4, 5, 6. 4 si je suis un peu sévère, 5, 6 en étant le plus réaliste que possible. Sur la préférence, bah, évidemment, ma préférence, c'est obligatoirement Francis Ngannou. S'il arrive à le faire, déjà, MMA qui bat la boxe anglaise, pour l'histoire de Francis Ngannou, pour ce qui pourrait rapatrier du coup comme vue vers le PFL, ce serait cool. Ceci étant dit, voilà, une victoire de... Il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Une victoire de Tyson Fury pour avoir Usyk par la suite, c'est un combat que j'ai absolument envie de voir, mais je pense que même avec une défaite, ça va être fait. J'ai envie de voir Usyk contre Tyson Fury. Ok, on a fait le tour. Merci Brian, merci pour ta préparation, merci à tous d'avoir suivi jusque-là. On n'oublie pas de s'abonner. Je te souhaite une belle journée, Brian. À toi aussi. Ciao tout le monde. Merci d'avoir suivi et n'oubliez pas les commentaires. On va lire ça aussi avec attention. Ciao. Ciao.